Quand Dieu est le maître ou l'architecte de ta vie, même les détours deviennent des raccourcis. Bienvenue dans cette première édition du Salon d'Abdias. Aujourd'hui, nous avons un frère devant nous qui va nous donner un témoignage puissant, un témoignage impactant. Celui d'un parcours académique qui a connu beaucoup de défis, de difficultés, mais surtout à travers lesquels on découvre la fidélité de Dieu et son agissement même dans les petits détails. Je suis avec mon frère et je vais lui demander de se présenter rapidement avant qu'on ne commence le témoignage. Allô, bonjour frère Pascal, Bonjour. moi c'est le frère Jean Conan, merci pour cette invitation Enchanté. et surtout pour l'occasion que tu me donnes de partager mon témoignage Gloire avec au les Seigneur. frères et les sœurs dans le Seigneur. Ok, super. Bon, pour commencer rapidement, mets-nous un peu dans le contexte de ton témoignage. Quel est le témoignage que tu veux partager avec nous, avec les frères et les sœurs? Alors, très rapidement, là, ce matin, je voulais comme partager toute l'expérience que j'ai eue dans mon parcours académique, Oui. la main du Seigneur, comment le Seigneur a été fidèle dans les difficultés, comment le Seigneur m'a sauvé avec les frères et les sœurs en Christ pour encourager les personnes qui seraient dans les mêmes situations que moi à tenir et à croire que le Seigneur peut agir encore et que tous les témoignages et tous les miracles qu'on a vus dans la Bible ne Oui. se s'arrêtent pas dans la Bible et que le Seigneur continue encore de travailler aujourd'hui Amen, amen, et amen. continue de nous sauver. Super. Maintenant, bon, je sais que ça concerne un parcours scolaire, ainsi de suite. Maintenant, est-ce que tu peux nous parler un peu du début de ton projet d'études? Alors, moi, j'ai fait l'essentiel de mes études, on va dire, en Côte d'Ivoire. Oui. Donc, j'ai fait tout mon parcours du primaire, du collège, du lycée Oui. en Côte d'Ivoire et une partie de mes études universitaires également. Donc, on avançait difficilement parce que il y avait beaucoup de grèves dans les universités D'accord. et les années académiques n'étaient pas régulières. Oui. Et une fois que j'étais rendu en Master 1, je voulais comme continuer mes études jusqu'au doctorat. D'accord. Et arrivé à ce niveau-là, on n'avait pas de laboratoire qui était suffisamment équipé pour faire les travaux pratiques, Ok. pour pouvoir avancer. Donc les devanciers qui étaient nous, ils étaient bloqués et tout. Et nous qui étions derrière déjà, là, on voyait le danger. Ouais, le danger qui Donc il approchait. fallait comme à un moment donné prendre une décision. Oui. Et c'est comme ça que j'ai décidé de quitter la Côte d'Ivoire pour aller poursuivre mes études ailleurs. C'est une décision que j'ai prise comme ça, là. Oui. Ça n'a pas été réfléchi pendant longtemps. Je n'ai jamais planifié dans ma vie Voyager. aller Ah, ok. continuer mes études en dehors de la Côte d'Ivoire. Super. Mais c'est arrivé comme ça d'un seul coup et puis voilà. Ok, donc quand c'est arrivé, les situations, bon, vu que l'école ne répondait pas, disons, aux attentes qui étaient là, tu as commencé à faire d'autres procédures. Et quelle était ta destination précisément, où tu voulais aller? Oui, donc comme je disais, Oui. on voyait déjà le danger à l'horizon. Donc j'étais inscrit en Master 1 quand j'ai eu l'idée là d'aller continuer mes études À l'étranger? à l'étranger. Oui. Donc le seul pays qui m'est venu en tête là à l'époque, c'était la France parce que non seulement c'est un pays francophone et puis il y a beaucoup plus de facilité Oui. pour les pays africains francophones d'aller étudier dans les universités françaises. Et puis il faut dire aussi que c'est là-bas que le coût de la vie était abordable pour moi. D'accord. Donc en fonction de ce que j'avais comme épargne, comme finance, c'était le seul pays là qui pouvait me permettre là de poursuivre des études de bonne qualité à moindre coût. Ok, ok. Donc c'est ainsi que j'ai décidé d'aller poursuivre les études en France. Super. Alors, lorsque tu as identifié que la France était le pays le plus idéal pour toi, comment est-ce que ça s'est passé, les procédures avec Campus France, ainsi de suite? Alors, il faut dire que pour aller étudier dans l'université en France, Oui. pour des pays francophones, je ne sais pas comment ça se passe dans les pays anglophones, mais pour Oui. les pays francophones, il faut passer par le processus qu'on appelle Campus France. D'accord. Donc, la France a des représentations dans les différents pays et donc il faut ouvrir un dossier en ligne et puis il faut appliquer. Donc, à l'époque, on avait comme 5 choix, 5 universités qu'on pouvait choisir. Et tu envoies tes dossiers, tu envoies les niveaux auxquels tu veux postuler. Et les universités, Campus France va se charger d'envoyer ton dossier au niveau des universités françaises. D'accord. Et les universités françaises vont étudier ton dossier et puis ils vont comme en fonction de tes moyennes, de tout là, et puis voir si tu es apte à suivre le programme. Et puis ils D'accord. vont t'envoyer une réponse
Et donc, c'est comme ça que j'ai ouvert mon compte en ligne et puis j'ai suivi toute la procédure de Campus France Ok, super. pour aller. Maintenant, est-ce que dans cette étape-là, est-ce qu'il y a eu des difficultés que tu as eu à traverser ou à rencontrer pendant que tu étais en train de faire ton admission, la demande de visa et ainsi de suite? Dans cette procédure-là, est-ce qu'il y a des choses qui se sont passées? Oui, il y a eu beaucoup d'entraves, beaucoup de difficultés, beaucoup de challenges. Oui. Mais le Seigneur a été fidèle. Amen, amen. D'abord, quand j'ai monté mon dossier, alors ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu es étudiant en Afrique francophone, Oui. et que tu décides d'aller poursuivre tes études en France, Oui. ils vont comme te rétrograder d'un niveau académique. Parce qu'ils estiment que la formation qu'on a en Afrique là n'est pas aussi top pour pouvoir suivre la cadence ou suivre les cours là-bas. Donc, ils vont te rétrograder d'un niveau. Il faut dire aussi que, comme je disais dans le début, là, j'étais inscrit en Master 1 à l'Université de Cocody à Abidjan. Oui. Et les années n'étaient pas régulières, c'est-à-dire en France, par exemple, on sait que les années académiques commencent en septembre et ça finit en fin mai, par exemple. Oui. Mais en Côte d'Ivoire, on ne sait pas quand ça commence, on ne sait pas quand ça termine. Donc, là, c'était pas le fun, ouais. Voilà. Donc, j'étais conscient que je n'allais pas pouvoir avoir mes relevés de notes, mon attestation de réussite de Master 1 pour pouvoir appliquer pour un éventuel Master 2. Et même si j'avais mes relevés de notes de Master 1 et attestation de réussite, c'est clair que les universités vont me rétrograder étant donné ce que j'ai mentionné plus haut. Donc, voilà. Donc, dans toutes mes demandes que j'ai faites, j'avais fait 5 choix dans les universités. Donc, j'avais sciemment choisi d'aller reprendre mon Master 1. Ah, ok. Vu que tu étais déjà bien informé sur... C'est ça. Donc, tous nos devanciers qui sont partis par Campus France, c'est ce qu'ils ont fait. Et puis, c'est comme ça a marché pour eux. Donc, j'ai fait 5 choix, 5 niveaux Master 1. Et après avoir soumis mon dossier à Campus France, ils m'ont comme donné un rendez-vous là pour aller faire un entretien pour pouvoir défendre mon projet d'études, parce que je vais aller en France et tout. Donc, une fois rendu là-bas, on a fini l'entretien. Ça s'est très bien passé par la grâce de Dieu. Mais à la fin de l'entretien, la madame qui m'avait interviewé, elle m'a dit qu'il faut que je présente mes relevés de notes et attestations de réussite. Alors que ce n'était pas encore disponible. Alors que ce n'était pas encore disponible, on était en pleine année académique. Et là, j'ai dit à la madame que l'année n'est pas encore finie. Donc, on a fait les examens, il y a des résultats qui ne sont pas encore sortis et que je ne pourrais pas avoir ces relevés de notes-là. Et puis, pour les niveaux auxquels j'ai appliqué dans les universités, là, je pense que j'ai donné tous les relevés des notes de licence, donc ça peut me permettre d'appliquer pour le Master 1. Donc, c'est ainsi que la madame, elle a dit qu'elle veut vraiment rien comprendre. Il faut que je ramène. Voilà, c'est ça. Il faut que je ramène tous les relevés des notes. Malgré l'insistance que j'avais fait auprès d'elle, elle n'a rien voulu comprendre. Donc, elle m'a donné encore un autre rendez-vous pour que j'aille chercher, en fait, les relevés des notes et attestations de réussite. Ok, maintenant dans ces démarches-là, est-ce que tu as pu obtenir facilement les papiers ou ça a été difficile? Oui, il faut dire que c'était... Au début, quand la dame elle m'a dit ça, je me suis dit que non, tu n'allais pas pouvoir y arriver parce que l'année n'est pas encore finie. Et puis, connaissant les autorités universitaires, notre doyen de département, il est connu pour être quelqu'un qui n'est pas facile à convaincre et tout. Donc, pour moi, c'était comme c'est mort là, tu sais. Donc, j'étais comme déçu, découragé quand je sortais des locaux de Campus France. Mais je suis quand même parti et j'ai expliqué ma situation à la scolarité. Parce que, pas à la scolarité centrale, mais à la scolarité de notre département de physique-chimie. Donc, ils m'ont dit, bon, dans ce cas, il faut aller voir le doyen du département. Si le doyen est capable de te donner les notes qui sont déjà sorties et signer un mot pour nous dire de faire ton relevé, on est capable de le faire. Super. Et c'est comme ça que je suis allé, j'ai trouvé le doyen du département, je lui ai exposé la situation. Et vraiment, d'un grand étonnement, là, le doyen, il était comme assez ouvert. Il a demandé à sa secrétaire de me donner toutes mes notes et de mettre un mot et de signer pour que j'aille, pour qu'on puisse me faire mon relevé, mon attestation. Amen. Donc ça, c'était la première victoire. Et même quand le doyen avait dit de donner les notes qui existaient là, déjà, on avait encore une note qui n'était pas encore sortie. On avait composé et la prof, elle n'avait pas encore sorti les résultats. Donc, j'étais encore là, j'étais là inquiet et tout. Et
comme j'étais le délégué d'amphi, le délégué, c'est comme un peu le chef de classe, là. Ouais. Donc, j'avais le numéro de la prof et donc, je l'ai appelé encore pour lui exposer la situation. Donc, quand je l'ai appelé le matin, on va dire quelques heures après, la dame, elle a sorti tous les résultats, elle a affiché les notes. Et puis, j'étais admis, gloire à Dieu. Amen. Et j'ai pris cette note-là, j'ai joint aux autres notes et puis je suis rendu à la scolarité centrale, à la scolarité de notre département pour confectionner mes notes. Amen. Et ce qui était intéressant là-bas, c'est que les agents de la scolarité, ils m'ont demandé à moi-même en tant qu'étudiant de confectionner mon relevé, c'est-à-dire de rentrer mes notes dans le système. Donc, j'avais la latitude là de mettre 20 sur 20, de mettre les bonnes notes. J'espère que tu n'as pas triché. Ok, super. En tant de Dieu, je n'ai pas gonflé les notes là, mais ouais, juste pour vous dire à quel point le Seigneur a vraiment agi, le Seigneur a été fidèle. J'ai saisi l'agent de la scolarité, il a vérifié toutes les notes. Et puis, il m'a envoyé à la scolarité centrale et c'est comme ça que j'ai réussi mes relevés. Super. Et puis, attestation de réussite et je suis allé compléter mon dossier au niveau de Campus France. Amen, amen. Gloire au Seigneur. Amen. Et comme la Bible dit dans le livre de Apocalypse 3 à partir du verset 8, j'ai mis devant toi une porte ouverte. En tout cas, on voit que dans cette circonstance, même lorsque c'était compliqué, le Seigneur ne t'a pas oublié et il est venu et il a fait de grandes choses. Amen. Mais une chose que je sais aussi, c'est que aller dans un pays étranger pour étudier la demande d'admission, c'est une étape. Mais après ça, il y a surtout l'étape fondamentale qui est l'obtention du visa. Parce que pour ça, il faut il faut donner des preuves financières, voilà, ta capacité, ainsi de suite. Comment est-ce que ça s'est déroulé de ton côté? Est-ce que tu avais déjà les moyens financiers en place ou c'était pas aussi facile que ça? Avant d'arriver sur le visa, le visa, les moyens de subsistance et tout ça, il y a un petit détail quand même que je voulais souligner. Je disais que dans tout mon dossier, là, j'ai fait 5 choix, pour les universités en Master 1, pour le niveau Master 1. Mais une fois que je suis rendu à Campus France, j'ai déposé mon attestation de réussite du Master 1 et puis le relevé de notes. La dame de Campus France, elle a soumis mon dossier auprès des universités. Donc, j'attendais les résultats. Et quelques temps après, les résultats sont sortis. Sur les 5 choix que j'avais faits en Master 1, j'ai eu comme 2 admissions en Master 1 et 3 refus. Mais dans les 3 refus, il y a une université qui m'a refusé en Master 1, mais qui m'a proposé une admission en Master 2. Waouh, alors que tu n'avais pas fait la demande. Alors que je n'avais pas fait de demande en Master 2. Donc, vraiment, c'était la main de Dieu. Et tiens-toi bien, la ville où l'université se trouvait, c'était la seule ville où je connaissais des gens qui vivaient en France. Waouh, Jésus est merveilleux. Donc, vraiment, c'était le Seigneur vraiment a bien planifié, bien fait les choses. Cette année-là, tous ceux avec qui j'ai fait Campus France, j'étais le seul à avoir l'admission pour un Master 2. Tout le reste, ils sont allés reprendre le Master 1 en France. Wow. Donc, si je comprends bien, tous vos dévanciers qui sont partis, ils ont témoigné que quand tu pars, on va te faire régresser. C'est ça. Et même toi, en faisant tes demandes, tu avais cette attente-là. Tu dis non, même si je postule pour le Master 2, je ne vais pas aller parce qu'ils vont dire que mon niveau, ça ne correspond pas. Tu as fait ta demande en demandant le Master 1. L'université t'a refusé cette demande-là pour t'amener au niveau supérieur. Wow. Comme Jésus l'a dit, quand vous venez dans une assemblée, ne prenez pas la place qui est devant. Il est mieux de s'asseoir derrière et comme ils appellent pour là c'est ce qu'on appelle prendre de la poussière et amener la table des rois. C'est ça. Gloire au Seigneur. Donc le Seigneur m'a vraiment pris de la boue, de la poussière comme tu l'as dit. Pour me faire asseoir à la table des rois. Amen. Super. Maintenant, sur l'autre question où je demandais, est-ce que maintenant, vu que tu avais ton admission et tout, l'université t'a accepté et tout, on a fait la petite fête, je suppose. Maintenant, comment a été le côté visa? J'étais très content, mais c'était un premier challenge, un premier défi qui avait été déjà relevé. Donc, au niveau des visas, comme je t'ai dit, ce n'est pas un voyage que j'ai préparé de longue date. Là. C'est arrivé comme ça, de façon spontanée. Et puis, j'ai décidé de partir. Donc, je n'avais pas économisé suffisamment d'argent. Quand j'étais en Côte d'Ivoire, j'étais comme boursier. Et puis, avant, j'aimais fêter, là, mais j'étais un peu dans le coupé décalé. Mais à un moment, là, j'ai arrêté, j'ai commencé à bien me ranger, à bien économiser mon argent que j'avais. Donc, j'avais la bourse, c'était une bourse d'excellence. Et je l'avais depuis la licence, la première année de licence. Donc, j'ai économisé. Je ne savais pas pourquoi j'ai gardé de l'argent, mais j'ai gardé de l'argent. Je ne dépensais pas cet argent-là, je l'avais mis de côté.
Et donc, cette somme-là, ça faisait comme la moitié de la caution qu'on demandait. Ok, wow, Donc, déjà. il fallait que je trouve L'autre moitié. Aïe, aïe, aïe. Donc, mon père, à l'époque, il était malade et puis il était déjà à la retraite. Oh. Donc, il n'avait pas grand moyen là pour m'aider davantage. Donc, j'ai commencé à solliciter un peu de l'aide des tontons, des tantis à gauche, à droite. Oui. Et donc, mais c'était difficile de trouver parce que les potes auxquels je frappais, les premiers potes ne répondaient pas favorablement. Okay. Donc, la même prof qui a sorti les notes à la dernière minute quand je l'ai appelée, elle était à l'époque directrice du CRU. C'est le CRU, c'est le Centre régional des œuvres universitaires. Donc, elle était prof et directrice de cette structure-là. Oui. Et donc, je suis allé la voir. Je lui ai expliqué ma situation. Je lui ai dit que je dois aller en France, j'ai eu les admissions, mais je n'ai pas les moyens pour de subsistance là-bas et je n'ai pas la caution que la France demande et tout. Je suis venu demander de l'aide. Et elle m'a dit, elle comprend la situation, mais malheureusement, elle ne peut pas m'aider parce qu'elle venait à peine de finir de construire sa maison. Donc, toute son économie était déjà partie. Ouais. Donc, je lui ai dit que néanmoins, j'avais la moitié de la somme dans mon compte. Et elle m'a dit, écoute, si tu as cette somme-là dans ton compte, c'est que tu es déjà en France. Quand elle m'a dit ça, je me posais la question intérieurement, mais comment ça? Elle m'a dit, va, tu retires l'argent que tu as dans ton compte, tu viens me donner, je vais aller mettre sur mon compte, j'ai un peu d'argent dans mon compte là-bas, et puis on va comme attendre quelques semaines là pour ne pas que les gens disent que c'est à cause de ton projet de voyage qu'on a retiré l'argent. Et puis 2 semaines après, elle est allée, elle a tiré tous les bulletins qu'il fallait. Elle m'a fait une note de virement bancaire. Elle s'est portée garant pour m'envoyer de l'argent chaque fin du mois en France. Et puis j'ai eu tous les documents pour aller au niveau donc de l'ambassade pour avoir le visa. Donc c'est comme ça que j'ai pu avoir les papiers. Et puis, je suis allé en France. Super, voilà. Merci. Alors oui, tu as les papiers, tu as ton admission et puis tu poses tes pieds en France, tu descends, je ne sais pas dans quelle ville, l'aéroport et tout. Comment tu as vécu ton arrivée en France? Est-ce que l'hébergement, c'était facile ou tes premiers instants en France, comment est-ce que tu t'es senti? Ça répondait à tes attentes ou bien, bon, il y avait une petite déception du fait que, bon, en Afrique, on parle la France, c'est comme ça. Quand tu es venu sur place, quelle impression tu as eue? Ben oui, c'est ce que tu as un peu mis le pied dans le plat. Oui. Mes premiers sentiments, là, c'était vraiment la déception. Parce que quand tu es en Afrique, à l'époque, là, quand on te parlait de la France, pour moi, c'était comme un paradis, là, tu sais. Pour moi, j'allais voir des choses extraordinaires, des choses vraiment... La France, c'est un beau pays, mais... c'était pas à la hauteur de mes attentes. Oui, tu avais une imagination. Voilà, une imagination, je sais pas. Des attentes. J'avais des attentes. Je pensais que j'allais voir des choses vraiment impressionnantes, vraiment extraordinaires, mais j'étais comme un peu désagréablement surpris. Et donc là, je suis arrivé à l'aéroport d'Orléans et j'avais 2 collègues avec qui on a fait la fac à l'université d'Abidjan qui sont allés en France 1 année avant moi. Donc, mes premiers jours, mes premières semaines, là, je les ai passés à Orléans avec ces amis-là, la sœur Ruth et puis la sœur Vanessa, que je salue au passage. On espère qu'elle regardera l'émission en tout cas. Donc, j'ai été avec elle quelques semaines avant de trouver mon logement et puis partir. D'accord. Maintenant, une fois que tu t'es bien installé en France et tout, tu as commencé les cours, je ne sais pas dans quel régime tu étais, parce que je sais qu'il y a les régimes réguliers, il y a les régimes coopératifs dans lesquels il faut forcément avoir des stages pour compléter certains crédits. Dans ton cas, comment est-ce que c'était? Alors, moi, j'étais, comme je l'ai dit, j'ai eu une admission pour le Master 2. Et le Master 2, le premier semestre, vous faites des cours, vous composez. Et le second semestre, ça va être comme un stage pratique dans une entreprise pour pouvoir faire de la formation et venir soutenir le stage. D'accord. Donc, on a commencé le premier semestre, ça s'est bien passé par la grâce de Dieu. J'ai validé tout ce qu'il fallait valider. Et le challenge, c'était de trouver un stage. C'était pas facile parce que moi, en Côte d'Ivoire, en Afrique, là, j'avais jamais fait de stage, j'avais jamais fait de demande de stage.
Donc, à peine si je savais même faire un CV ou une lettre de motivation et tout, là. Donc, il me fallait commencer par là, faire le CV, faire la lettre de motivation et commencer à appliquer. Oui. Donc, j'ai commencé à appliquer de façon tout azimut, là. Ouais. Je postulais en ordre et en désordre. Et c'était difficile. C'était difficile d'avoir un stage. J'ai eu des entretiens et c'était pas facile. Et le dernier entretien que j'ai eu, c'était dans une, je sais pas s'il faut dire une compagnie, mais ils sont entre l'industrie et puis le milieu académique. Donc, Ok. c'est un institut de recherche là aussi, qu'on appelle le commissariat à l'énergie atomique en France. Ouais. Donc, j'ai eu l'entretien et puis là-bas, dans cette institution-là, en général, il faut être un citoyen français ou européen pour être accepté. Ok. Donc, mais j'ai quand même eu l'entretien et puis quelques semaines après, le monsieur, il m'a rappelé pour me dire que on t'a pris parce qu'on n'a pas eu un profil français qui était adapté. Waouh, donc il n'y a pas de profil français qui était adapté pour le poste de stagiaire. Donc, du coup, tu as été choisi. Voilà, donc j'ai été choisi. C'est comme ça le Seigneur a permis que je puisse avoir ce stage. Amen, et c'était très intéressant comme stage. Je pense que j'ai eu le meilleur stage parmi tous les étudiants de Master 2. Wow. J'avais une très bonne paye, un très bon salaire. Et puis l'entreprise payait mon transport de chez moi pour aller au lieu de travail et tout. Travailler. Oui. L'entreprise payait mon loyer également. Wow. Donc j'étais très bien gâté. Tu étais totalement gâté, voilà, comme tu dis. Wow. Donc quand le Seigneur bénit, c'est vraiment pas suivi de chagrin. Là. Oui, sa bénédiction n'est suivie d'aucun chagrin, exactement. Et voilà, dans le cas de Daniel, on voit que lui, par exemple, les grands prophètes de l'époque n'ont pas pu interpréter les rêves. Mais dans ton cas, Dieu a fait carrément disparaître la concurrence. C'est ça. Il n'y a pas eu de concurrence. C'est cette rareté-là qui a permis que l'on puisse te localiser. C'est ça. Abel, le Seigneur est merveilleux et il fait toujours au-delà de nos différentes attentes. Amen. Et maintenant, comment est-ce que ton stage s'était déroulé? Vu que voilà, tu t'es bien installé, tout, on payait tout. Maintenant, est-ce que tu as eu des expériences vraiment enrichissantes là-bas? Oui. Est-ce que vous avez entretenu des bons rapports, ainsi de suite? Oui, le stage c'est vraiment très bien déroulé. Oui. Ça a été un endroit où j'ai beaucoup appris, découvert beaucoup de choses. Okay. Et puis, le lieu où j'étais à Grenoble, c'était vraiment la plus grande salle blanche dédiée à la recherche en France et peut-être même en Europe. Et c'était fabuleux comme endroit pour évoluer, pour apprendre. Mon stage se déroulait très bien. Okay. Et quelques mois même après mon stage, mon directeur de stage m'a dit « Ouais, Conan, c'est bien, on va te garder ici pour la thèse. Ah, super. Et tout, tu vas continuer ta thèse avec nous. » Avec nous, super. Donc j'étais très content, j'étais très épanoui. Sauf qu'il y a quelque chose qui s'est passé à la fin de mon stage. Oui. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, je ne saurais pas expliquer ce qui s'est passé. Mais ils m'ont pas comme retenu pour la thèse. Et puis quand j'avais demandé, ils m'ont dit ouais, que t'es pas citoyen, t'es pas. En tout cas, ils n'ont pas eu une bonne explication claire comme ça à me donner là. Mais ce que j'avais compris, c'était que la thèse, elle ne tenait plus. Elle ne tenait plus. Donc il y avait aussi le fait que le projet était comme parce que c'était sur un projet que je travaillais, c'était comme quasiment fini et donc il y avait plein de situations qui venaient dans la même période, dans la même période qui faisaient que la thèse elle ne tenait plus. Donc, mais cette information-là, je l'ai comme eu un peu à la dernière minute. Okay. Donc, c'était quasiment à la fin de mon stage et c'était difficile pour moi de pouvoir trouver un autre sujet, un autre poste pour pouvoir faire ma thèse. Okay. Donc, ce moment-là, ça a été vraiment un moment difficile, un moment très pénible pour moi. Super. Maintenant, ok. Maintenant, bon, on t'avait promis de faire ta thèse juste après avoir fait le Master 2. Et après ça, il y a eu des complications, des raisons que tu ignores totalement. Et dans cette même période-là, beaucoup de circonstances, d'événements sont arrivés dans ta vie. Comment est-ce que tu as traversé cette étape-là? C'était une étape, une période vraiment assez douloureuse pour moi. Oui. Et comme je l'ai dit, j'ai quitté mon pays, la Côte d'Ivoire, pour aller en France. Je ne partais pas pour me promener ou pour aller visiter ou pour contempler la France. C'était pour aller... j'avais un projet d'études et mon objectif initial, là, c'était de faire une thèse en France et retourner en Côte d'Ivoire. D'accord. Et donc, étant donné que la situation se présentait telle que je viens d'expliquer,
il fallait que je justifie ma présence sur le territoire. Oui, exactement. Parce que soit je trouve une autre formation de Master 2 pour justifier que je suis encore étudiant sur le territoire, ou soit je prends ce qu'on appelait l'APS, c'est un titre de séjour qu'on donne aux étudiants qui ont gradué en France. Et donc, ce titre de séjour-là, ça vous donne, je crois, à l'époque, c'était 1 an, si je me rappelle bien. C'est comme le permis post-diplôme au Canada. Voilà, c'est ça. Donc, ça te donne 1 an. Et pendant ces 1 an, tu dois trouver un travail dans ton domaine de formation. Super. Donc, si tu n'as pas trouvé le travail dans ton domaine de formation, tu es obligé de quitter le territoire. Et à l'époque, ce n'était pas facile là, de trouver du travail dans mon domaine de formation en France. Même les Français eux-mêmes, ils avaient du mal. À plus forte raison, à plus forte raison. Quand tu viens de l'Afrique. Et je ne suis pas en train de dire que les Africains ne peuvent pas trouver du boulot en France, c'est parce que je dis, mais je veux dire qu'il y a des réalités auxquelles les Africains sont souvent confrontés. Donc, et c'était ça la difficulté, il me fallait faire un choix. Soit j'opte pour l'APS, et c'est un gros risque que je prenais parce que si je ne trouve pas du boulot, je dois retourner dans mon pays. Et puis, je n'étais pas venu forcément pour trouver du boulot en France. Donc, j'ai opté pour la seconde. Enfin, je fais du pléonasme là, mais j'ai opté pour la seconde option. Donc, voilà, j'ai décidé de trouver une autre formation en Master 2 et de faire un second Master 2. Et en parallèle, j'allais comme chercher la thèse. Si je la trouve, ok. Si je ne la trouve pas, je fais mon deuxième Master et puis je trouve un autre poste pour la thèse. Super, donc, super. Ok, maintenant, bon, dans cette période-là, est-ce qu'il y a eu d'autres événements importants qui sont arrivés dans cette période de demande, voilà, pour reprendre la maîtrise, le Master 2? Est-ce qu'il y a eu d'autres événements importants qui se sont déroulés pendant cette période? Bon, moi, je sais que dans ce genre de circonstances, tes attentes ont totalement été brisées. Voilà, il peut y avoir de la dépression, même tomber malade, ainsi de suite. Donc, est-ce que dans cette période-là, tu as vécu un truc du genre? Oui. Effectivement, comme tu l'as si bien mentionné, c'était pas une période facile pour moi, c'était très difficile. Et comme je l'ai dit aussi, tout est arrivé un peu tard. Donc, les universités dans lesquelles je pouvais postuler pour avoir un Master 2, il n'y en avait plus assez, il n'y en avait plus beaucoup. Mais j'ai quand même pu trouver quelques universités dans lesquelles j'ai appliqué. Et par la grâce de Dieu, j'ai pu avoir un autre Master 2, une autre admission en Master 2 à l'Université de Lorraine. Et donc, j'étais dans la ville de Metz pour faire le second Master 2. Mais toute cette période-là, je l'ai passée vraiment très difficilement parce que ce n'était pas mon plan initial. Et donc, j'ai commencé à réfléchir à toute la situation, tout ce que je traversais et tout. Je n'avais pas aussi de soutien financier et tout. Donc, c'était comme beaucoup de stress, beaucoup d'inquiétudes, beaucoup de questionnements pendant cette période-là. Et donc, je souffrais de ce mal-là. Donc, c'est un peu ça. Ok, mais est-ce que le Seigneur t'a délivré de ce mal de palpitation, comme tu le dis? Est-ce qu'il y a un miracle qui s'est opéré ou comment est-ce que tu as vécu? Oui, comme je disais là, c'était difficile. Les jours passaient, je checkais chaque fois pour voir si j'allais trouver de façon in extremis là, un autre moyen, un autre poste, un autre sujet de thèse là, que j'allais faire. J'étais inscrit en Master 2, mais je n'avais pas la tête sur le Master 2. Pour moi, là, il fallait coûte que je trouve le poste là pour la thèse. Et donc, je souffrais de tout ça, tu sais. Et puis, le mal, comme je disais, ça a commencé à devenir comme une gangrène, comme une maladie que je portais. Et j'avais mal chaque fois que je me levais, chaque fois que je me couchais, j'avais mal au cœur. Et à l'époque, je suivais l'émission. Il y avait une émission qui passait les mardis du pasteur Mohamed Sanogo, qu'on appelait le Mohamed Sanogo Live. D'accord. Donc, je suivais ces émissions-là les mardis. Et pendant ces émissions-là, à l'époque, il demandait à tous ceux qui le suivaient d'écrire la ville de là où ils le suivaient, d'écrire leur nom et tout ça.
Et souvent, par moment, il prenait des moments de prophétie, là, il lisait le nom de ces personnes et puis il leur disait ce que le Seigneur lui mettait à cœur. Ok. Donc moi, chaque fois que je suivais cette émission-là, je mettais mon nom, je mettais la ville où j'étais et tout. Oui. Mais le pasteur, il ne m'a Il ne jamais jamais appelé. localisé. Il ne m'a jamais localisé, là, comme on le dit, là, pour me donner une parole réconfortante, oui. une parole prophétique et tout. Mais j'ai quand même continué à suivre l'émission, mais Oui. j'étais comme déçu. Oui. Mais je regardais comme ça, c'était devenu une routine. Et un bon jour, je suivais encore un mardi cette émission-là, Mohamed Sanogo Live. Et je n'avais même pas écrit mon nom, ni mentionné la ville de là où je suivais. J'étais à Metz. Et j'ai entendu le pasteur Mohamed Sanogo dire j'entends un prénom, Herbert. Tu souffres d'un mal de cœur, le Seigneur te libère. Amen, amen. Et pendant que je regardais cette émission-là, j'avais vraiment mal. J'avais vraiment mal, tu sais. Et automatiquement que j'ai entendu cette parole-là, le mal dont je souffrais a complètement disparu. Amen. Disparu. Wow, donc ça m'a vraiment marqué. Et je peux dire que c'est l'un des plus grands miracles que le Seigneur a fait dans ta vie à date. Voilà. Et je souligne que ce pasteur-là, je ne l'ai jamais vu dans la vraie vie. Je le suivais juste à travers les médias. Et aussi, il faut noter que tu avais de la foi derrière cela parce que tu as notifié qu'au début, tu mettais ton nom et tout. Tu avais vraiment une attente, une soif de ce que le Seigneur puisse se manifester dans ta vie. Mais voilà, il n'est pas obligé de faire à ton moment. Effectivement. Son moment, c'est le meilleur. Donc, il a fait au moment opportun. Effectivement. C'est pour cela que je veux encourager les gens qui passent par ces moments difficiles. Là. Oui. Le découragement peut être là. La force peut vous manquer, mais il ne faut jamais abdiquer, il ne faut jamais abandonner. Super. Parce que notre Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui peut arriver tard, mais il n'arrive jamais en retard. Jamais en retard, donc, exactement. Au moment où on s'attend vraiment le moins au Seigneur, c'est là qu'il apparaît, c'est là qu'il agit. Si j'avais désisté, j'avais dit que je mettais mon nom tout le temps, et le Seigneur ne me parle pas, rien, que j'abandonnais, j'allais jamais, peut-être qu'aujourd'hui même je ne serais plus en vie pour rendre ces témoignages-là. Donc j'encourage les uns et les autres à vraiment aller jusqu'au bout. Et comme on le dit en Côte d'Ivoire, tant que ce n'est pas encore fini, ce n'est pas la fin. Ce n'est pas la fin, super. Tant que ce n'est pas encore fini, ce n'est pas la fin. Donc ça nous rappelle un peu cette histoire de la femme à qui le juge devait rendre justice. Jésus même a mentionné que cette femme-là a insisté plusieurs fois jusqu'à ce que le juge même puisse être dérangé, agacé et se lever, décider de rendre justice à cette dame. Donc ce n'est pas le moment d'abandonner. D'ailleurs, la Bible n'a jamais dit que c'était facile. Voilà, la Bible a dit que dans les derniers temps, il y aura des moments difficiles, ça sera chaud, ainsi de suite. Donc, la situation que tu traverses, tu n'es pas la première personne à la vivre. Il y a d'autres personnes qui l'ont vécu et qui ont expérimenté de grandes choses avec le Seigneur. Alors, reste focus sur lui. Reste focus sur la prophétie peut-être que tu as reçue, sur les paroles de connaissance, de sagesse qu'on t'a données à une période donnée de ta vie. Ce n'est pas fini. Il attend juste le bon moment pour manifester à ton égard sa toute puissance. Amen. Alors, dans cette période-là, vu que la France, t'avait refusé les documents où le travail, c'était un peu compliqué, quel est le choix que tu as pu faire dans cette période-là? Est-ce que tu as décidé de juste rester sur place ou tu as fait je ne sais pas trop, tu peux nous expliquer? Alors, quand la situation s'est passée comme ça et que j'ai reçu le miracle du Seigneur. Oui, après la guérison. Après la guérison miraculeuse, j'étais comme réconforté. Je me suis dit à moi, je pensais que le Seigneur m'avait abandonné. Il m'a fait quitter la Côte d'Ivoire. Tu as tout facilité. Tu m'as envoyé en France pour me laisser dans la galère, dans la maladie. Mais une fois la guérison est arrivée, j'étais comme réconforté. Amen. Et puis, j'étais confiant, même si je n'avais pas encore trouvé la thèse, mais j'étais vraiment confiant que le Seigneur ne m'a pas abandonné et que le Seigneur voit la situation dans laquelle je suis. Et donc, j'ai décidé d'arrêter un moment de chercher la thèse et de me concentrer sur le second Master 2 que j'avais commencé. D'accord. Et c'est comme ça que je me suis concentré pour pouvoir valider mon deuxième Master. Et j'ai fait le Master, comme je le disais aussi tout à l'heure, là. La première session, la première session, ça va être comme le premier semestre plutôt, ça va être comme des séances de cours, et puis le second semestre, ça va être comme des stages. Donc, j'ai trouvé un stage pour le second master, et puis le stage s'est passé très bien. Et
Mais là encore, j'ai eu des difficultés parce que le stage, initialement, il devait déboucher sur une thèse. Donc, Ok. on prend l'étudiant, tu finis ton stage et tu continues sur le même sujet en thèse. En thèse. Donc, j'avais commencé le stage se passait très bien. Oui. Mais en France, peu importe les sujets qu'on donne, il faut comme aller compétir. Donc, Ok. c'est comme un concours. Oui. Même si tes encadrants, ils veulent comme te garder Te pour garder, la thèse, oui. mais il faudrait quand même qu'ils ouvrent le concours à tout le monde, que les gens qui veulent appliquer Oui. viennent appliquer pour sélectionner en tout cas le meilleur candidat. Donc, c'est comme ça que le concours a été organisé sur ce sujet-là, dans Ok. lequel je travaillais déjà, je faisais mon stage déjà sur ce sujet-là. Oui. Et on était, je crois, 19 candidats au début. Ils ont éliminé plein d'autres. On est resté comme en 9 candidats, Ouais. 9 ou 7, je ne sais plus. Et on est allé compétir. Ben, évidemment, moi, j'étais confiant parce que j'étais celui qui travaillait sur le sujet. Sur le sujet, Et oui. donc, j'étais assez confiant. Je maîtrisais le sujet plus que tout le monde. Mais vous savez, dans la vie, là, notre seule intelligence Ça suffit pas. ne suffit pas là pour obtenir ce qu'on veut dans la vie. Ok. Voilà. Donc, avant qu'on puisse aller à ce concours-là, Oui. j'avais comme fait un rêve. Et puis dans le rêve, c'était comme j'avais échoué au concours. Waouh. Donc je me suis dit que c'était un cauchemar parce que pour moi, là, Tu c'est pouvais pas échouer. impossible. Là, Impossible pour toi d'échouer. Vu que c'est un alors, sujet que c'est ça. tu maîtrises Je bien. maîtrise le sujet. Tous les candidats qui vont venir là, ils pourront rien dire que Oui, moi je oui, sais que pas. tu Là, sais pas. Voilà, je sais au contraire plus qu'eux. Donc j'étais comme confiant et puis je me suis dit, ces rêves-là, c'était un cauchemar. Oui. Et donc je n'ai même pas considéré. Et donc je suis allé, je me suis préparé. J'ai fait ma présentation, c'était extraordinaire comme présentation. J'étais Oui. fier de moi, le jury était fier de moi et tout. Waouh. Mais quelques jours après, on a reçu les résultats et puis j'étais comme classé 3e Wow. sur les 9 candidats. Sur les 9 candidats. Et je souligne que quand on fait le classement pour ce type de concours-là, Oui. de thèse, c'est les 3 premiers qu'on choisit. Waouh. Donc il y a le premier, le deuxième et le troisième. troisième. Et moi, j'étais le 3e. Oui. Donc j'étais dans le trio, on va dire, en tête. Oui. Mais il fallait que le premier il désiste et que le deuxième il désiste. Ah, pour que pour le que troisième le soit troisième choisi. soit choisi. Comme- Waouh. Donc, Waouh. J'ai tout de suite compris que j'avais échoué au concours Oui. et que ce n'était pas la volonté de Dieu. Et j'ai tout de suite fait le lien avec le rêve que j'avais fait avant d'aller à ce concours. Ok, mais bon, lorsque tu as eu le rêve, concrètement, est-ce que tu as prié? Bon, je sais pas si tu as prié ou tu as juste décidé que c'est un cauchemar et puis tu as laissé tomber. Honnêtement, là, Oui. je n'ai pas considéré. Pour Ok. moi, c'était un cauchemar. Oui. C'était un truc qui arrive comme ça. Et puis, j'ai même pas pris la peine de prier pour annuler ou pour briser quoi que ce soit. Ok. Donc, je suis allé, j'étais confiant. Confiant, c'est ta et sagesse, ton c'est l'erreur, intelligence. voilà, c'est ça, c'est l'erreur que j'ai commise là, Super. en comptant sur ma propre intelligence. Oh. Donc, et c'est ça qui est arrivé. Bon, dans le livre de Job, la Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre C'est et on ça. ne prend point garde. Je pense que le Seigneur prend aussi le soin de nous communiquer à travers des rêves, des songes et même à travers la vie d'autres personnes. C'est ça. Si l'on voit par exemple le cas de Nama, ce grand homme puissant qui avait vaincu des empires, des royaumes, des armées à cette époque-là, mais il a fallu une petite fille, en plus une servante par qui le Seigneur devait passer pour lui guider vers le prophète Élisée à travers lequel il recevrait sa guérison. Amen. Donc, quel que soit ton niveau, quelles que soient tes connaissances, tes forces, tes capacités, il ne faut jamais minimiser les portes que le Seigneur ouvre devant toi. Il ne faut Amen. jamais minimiser les intermédiaires qu'il envoie vers toi. Je ne sais Amen. pas, peut-être que cette émission est un déclic à travers lequel le Seigneur veut changer des vies, à travers lequel le Seigneur veut toucher et impacter des vies. Ne la néglige pas. Si une seule parole t'a touché dans cette émission, il faut savoir que c'est le Seigneur qui te parle à travers Amen. cela. Ne néglige pas. Amen. Prends possession de cela. Prends possession de tous les exemples, de toutes les illustrations que notre frère est en train de partager avec Amen. nous pour t'établir, pour t'ancrer davantage. Parce que ce qu'il a fait hier, il peut encore le faire aujourd'hui. Amen. Amen. Alors maintenant, une fois que ces événements sont déroulés, tu as été le troisième et voilà, les deux autres n'ont pas désisté. Comment est-ce que ça a continué? Alors, après cet épisode-là, j'étais Oui. comme encore une fois découragé. Découragé une fois de plus. Et Oui. puis, je me disais que c'est l'histoire qui s'est passée l'année précédente Ça qui est se en train reproduit. de se répéter encore. Oui. Et donc là, j'ai commencé à véritablement m'inquiéter.
Et je me suis encore levé dans la prière pour dire « Ah non, Seigneur, il ne faut pas que ce qui s'est passé l'année passée m'arrive encore cette année. » Et donc, j'ai commencé à prier. Et puis, j'étais comme un peu déçu de la France. J'ai dit que bon, peut-être que la France, ce n'est pas l'idéal pour moi. Et qu'il faut que je commence à regarder ailleurs. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à postuler au Canada. Voilà, j'ai commencé à appliquer là-bas aussi. Et j'ai checké sur le net, j'ai vu un courriel d'un prof d'université, de l'université de Sherbrooke. Et puis, j'ai écrit au monsieur, au prof là, en question, pour lui dire je m'appelle tant, j'ai fait tel parcours, voici mes compétences, voici mes relevés de notes et tout ça. Je suis intéressé par votre université parce que vous faites. Est-ce que vous avez un sujet de thèse à me proposer? Wow. Et à ma grande surprise, le monsieur, il a pris la peine de me répondre à mon courriel quelques jours après. Il me dit « Ok, j'ai bien reçu, vous avez bien travaillé, je vais vous revenir dans quelques jours. » Dans quelques jours, oui. Et dans quelques jours, le monsieur, je le relance encore une fois. Et puis, il me dit « Ok, je vous propose un entretien technique. » Wow. Donc, je suis allé me préparer pour bien affronter l'entretien technique et tout. Donc, voilà. Donc, je me suis bien préparé, j'ai bien peaufiné ce que j'avais à dire et tout. Et je crois à la veille ou 2 jours avant d'aller à l'entretien technique, ça s'est fait sur Skype. Et j'ai encore fait un rêve. Et dans le rêve, je voyais mon père biologique qui était en train de me donner une bourse d'études. Ah, super. Donc, quand j'ai fait le rêve encore une fois, j'avais tendance à banaliser le rêve. Parce que je me suis dit que mon père, il a été enseignant, il n'a jamais travaillé dans une institution de bourse, il n'a rien à voir avec tout ça. Il n'a rien à voir avec tout ça. Qu'est-ce qui vient me donner une bourse dans un rêve? Bon, qu'est-ce que ça allait faire? Bon, encore une fois, j'avais comme négligé une deuxième fois de plus le rêve. Et je n'ai même pas prié par rapport à ça. D'accord. Tu vois. Donc, je suis allé à l'entretien technique. L'entretien technique s'est très bien passé. Et une fois qu'on a fini l'entretien, quelques jours après, le prof il m'a répondu, il m'a dit que OK, l'entretien technique a marché. On va vous proposer un deuxième entretien qu'on va appeler l'entretien de recrutement. Mais là, cette fois-ci, ça sera devant toute l'équipe de recherche. Donc, le premier entretien technique, c'était entre le prof et moi. Entre le prof et toi, Et cette fois-ci, l'entretien de recrutement, ça allait être comme devant toute l'équipe de recherche. Wow. Et donc, on a fixé le rendez-vous pour l'entretien de recrutement. Et c'était devant toute l'équipe. J'ai fait ma présentation. Ils m'ont posé des questions basiques et classiques, là. Comme pourquoi tu veux venir au Canada, pourquoi tu veux être dans le domaine de l'énergie solaire et tout ça. Donc, j'ai répondu à toutes ces questions. Et après, ils m'ont dit, OK, c'est bon. Quelques jours après, ils m'ont envoyé un courriel pour me dire, OK, l'entretien technique, l'entretien de recrutement ont marché. Donc, on vous sélectionne pour venir faire votre thèse avec nous à l'université de Sherbrooke. Waouh. Victoire de plus. Et j'étais content, mais je n'étais pas encore rendu en bas encore du courriel. C'était pas encore fini. Donc, et je lis en bas là. C'est là que se cachent les vraies surprises. C'est ça. Donc, je lis jusqu'en bas et puis le prof, il avait mentionné que cette admission-là, c'est sous condition d'une bourse qu'on avait demandé, ou qu'on a demandé, disons, auprès du gouvernement canadien. Donc, si le gouvernement canadien nous donne la bourse, vous venez pour faire votre thèse. Si le gouvernement canadien ne nous donne pas la bourse, en ce moment, on n'a pas de financement pour vous, vous ne venez pas faire la thèse. Et quand le monsieur m'a dit ça, quand j'ai lu le courriel du monsieur, excuse-moi, je me suis automatiquement rappelé du rêve que c'est là que tu t'es rappelé que dans tu avais fait un lequel rêve. mon père était en train de me donner la bourse. Et au moment où je me rappelais de ce rêve-là, mon esprit s'ouvrait pour que je comprenne en fait que l'image de mon père biologique, c'est pas mon père biologique, mais c'est Dieu qui est mon père en réalité, qui passe à travers l'image de mon père qui me donnait cette bourse. Et donc à partir de ce moment-là, j'étais confiant et je savais que ils allaient avoir la bourse, le gouvernement canadien allait donner la bourse. Et là, j'étais content, j'étais comme dans la joie.
Et puis, j'ai commencé à bénir le nom du Seigneur et à prier pour ce projet-là de thèse qui allait se passer au Canada. Waouh! Donc, comme la Bible dit dans le livre de Romains, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen, donc, tu étais en France, tu cherchais à faire des tracasseries, des choses qui allaient demander encore des finances, ainsi de suite. Mais le Seigneur t'a pris de là, il t'a amené au Canada pour faire tes études cadeau, si on peut le dire comme ça. Waouh! Vraiment cadeau. Le Seigneur est merveilleux. J'avais une bourse d'exemption, je payais le même montant de scolarité que les Québécois. Et en plus de ça, j'avais mon salaire pendant 3 ans. Wow. Pendant 3 ans, mais les thèses en général au Canada ici prennent 4 ans. Donc mon directeur de thèse m'a dit, même si ta thèse elle dure jusqu'à 4 ans, on va te financer 1 an de plus encore. Wow. Dans ma bourse, c'était mentionné 3 ans, mais en réalité, j'ai été financé 4 années. Financé pendant 4 années. Dieu a mis cette distinction-là sur toi, cette onction particulière sur toi. Oui, exactement. Alors, une fois de plus, tes démarches pour le Canada, est-ce que ça a été facile maintenant que tu avais tout cela? Est-ce que, voilà, tu t'es levé un bon matin, tu es revenu comme ça ou qu'est-ce qui s'est passé réellement? Oui, vous savez, oui. Notre ennemi, le diable, les principautés, les dominations, il ne se fatigue jamais. Il ne se fatigue jamais, oui. Il rôde, il tourne comme un lion, comme la Bible dit d'ailleurs. C'est ça. Donc, il ne se fatigue jamais et le diable ne s'est pas arrêté là. Oui. C'est comme on a marqué un but et puis il voulait comme égaliser. Il voulait égaliser. Mais il y a un petit détail que je voulais souligner avant d'aller là. Oui. D'aller dans la suite, comment ça s'est passé, mon voyage ici au Canada, les démarches aussi. J'avais entre-temps eu aussi une admission, une bourse pour une thèse au Luxembourg. Ah, ok. Tu vois, et la bourse au Luxembourg, c'était beaucoup plus élevé que celle que j'avais au Canada. Ok. Mais j'ai fait le choix de venir au Canada parce que pour moi, la volonté du Seigneur se trouvait au Canada. Ok. Tu vois, la volonté du Seigneur pour moi se trouvait au Canada, vu tous les signes que le Seigneur m'avait montrés. Donc j'ai opté pour venir au Canada. Mais ce n'était pas facile. Et encore, dans un rêve, le Seigneur m'a révélé que ça n'allait pas être facile. Et dans le rêve, c'était comme j'étais arrêté en hauteur de quelque chose. J'étais en hauteur, j'étais arrêté sur cette chose-là. Oui. Et quand je regardais en bas dans le rêve, c'était comme c'était un trou sans fond. Donc c'était un trou noir et puis il y avait des êtres bizarres qui étaient là, qui s'agitaient dans ce trou noir-là. Et ces êtres bizarres-là, ils essayaient de bousculer la chose sur laquelle j'étais arrêté pour que je tombe dans le trou noir. Et c'était très épouvantable comme rêve là que j'ai eu. Et puis, j'ai chuchoté de mon sommeil comme ça. Je ne suis pas tombé dans le trou. Et la parole qui sortait de ma bouche quand je me réveillais du rêve, c'était « Merci Seigneur de ne pas avoir permis à mes ennemis de me faire tomber dans ce trou. » Amen. Donc, les démarches n'ont pas été faciles pour avoir les documents pour venir au Canada. Habituellement, les gens mettent 1 à 3 mois pour avoir le CSQ. Pour des gens qui sont en France pour venir au Canada. Mais moi, ça a duré jusqu'à 6 mois. 6 mois et j'avais fait la demande. Il fallait à l'époque envoyer les papiers par la poste. Donc, tu fais la demande en ligne, mais il fallait envoyer les papiers physiquement par la poste. Donc, moi, j'avais fait un courrier recommandé avec un numéro de tracking. Donc, on pouvait suivre le courrier. Mais mon courrier avait comme disparu des radars. Des radars de la circulation. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, je ne sais pas où est-ce que ce courrier-là il est rendu. Donc, au bout d'un moment, l'immigration attendait de recevoir physiquement mes documents. Et pour moi, c'était arrivé que mes documents étaient en cours de traitement. Mais à ma grande surprise, l'immigration m'écrit pour me dire que monsieur, si au bout de telle date, on ne reçoit pas vos documents physiquement, on sera obligé d'annuler. Donc ça a été comme une attente en vain. Voilà, c'est ça. Donc moi j'étais là-bas, pour moi le document est en cours de traitement et l'immigration me dit que on n'a pas encore reçu vos documents. Et puis je traque je fais le suivi de mon courrier, je ne vois pas où le courrier il est rendu. Donc la date limite que l'immigration avait fixée, c'était vraiment assez tight. Donc, j'ai comme réenvoyé encore les mêmes documents, mais cette fois-ci en utilisant un courrier d'urgence, là, la manière de le faire. Là, et puis, disons classique. Non, pas classique, pas standard, parce que si j'envoie de façon standard, ça va mettre plus de jours pour arriver. Donc, j'ai envoyé
dans la façon, j'ai utilisé la méthode la plus urgente. Là, c'est Ok. quand tu vas à la poste, il y a des courriers, je ne sais plus comment ils appellent ça, là, mais il y a une façon d'envoyer de façon En tout cas, plus tu as rapide. renvoyé le payes courrier. beaucoup, Oui. mais ça va plus rapidement. Ok. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et quelques jours après, mon courrier a été Reçu. et s'est rendu à destination. Oui. Et ce qui est encore marquant, c'est que avant que l'immigration m'envoie la réponse de ma demande au CSQ, Oui. à la veille de la réponse, j'ai comme fait un rêve. Wow. Et dans le rêve, c'était comme j'étais dans une grande maison Oui. et je cherchais la porte de sortie de cette maison-là. Je tournais en rond, je ne voyais pas la porte. Tu ne voyais pas la sortie de porte. maison. Et à un moment donné, j'étais fatigué, découragé. Et il y a quelqu'un, je ne sais plus c'est qui, là, mais j'ai vu la main de la personne prendre ma main et me dire voici la porte de la maison qui s'est trouvée ici. Wow, amen, amen. Et je suis sorti de la maison et je me suis réveillé dans le rêve. Et quand je me suis réveillé, j'ai pris mon ordinateur, j'ai checké mes courriels, j'ai vu la réponse de l'immigration Wow. qui me disait que félicitations, vous avez obtenu votre CSQ. Amen, comme ça que amen. j'ai Victoire de obtenu, plus. Voilà, au bout de 6 mois. Oui. Donc, c'est arrivé début janvier. Donc, j'ai pris le courriel de l'immigration avec tous les documents requis. Je me suis rendu à l'ambassade du Canada en France. Oui. Et j'ai fait ma demande de visa pour venir au Canada. Amen, Donc, c'est amen, comme ça amen. que je me suis retrouvé au Canada Wow. depuis janvier 2020. Dans janvier 2000, donc ça fait déjà 6 ans que tu es Ouais, au Canada. c'est ça, Wow, c'est dans ça. la victoire, la tranquillité du C'est ça, Saint-Esprit, c'est ça. sans aucun chagrin C'est ça, ni rien. c'est ça, Waouh, c'est waouh, ça. le Seigneur est merveilleux. Amen. Et comme il est dans Isaïe 54, 17, toute âme forcée contre nous sera nulle et sans effet. Amen. L'ennemi a essayé de Amen. passer par plusieurs moyens, voilà, que ce soit dans les rêves, des attaques, ainsi de suite. Mais à la Amen. fin, c'est le Seigneur qui a eu le dernier mot. Amen. Et je comprends que le Seigneur te parle, toi, personnellement, par les rêves. Hein. Il te Amen. dit beaucoup de choses par le C'est passé. À ça. chaque victoire ou à chaque C'est événement principal ou crucial de ton témoignage, il y a toujours eu ce rêve-là, C'est ça. cet avertissement. Et cette époque-là, ça m'a vraiment marqué, ça m'a façonné là, éveillé, et genre. ça m'a éveillé, si Ok. tu veux, là, merci pour le mot. Ça m'a éveillé, ça m'a permis d'être conscient du fait que le Seigneur était Il est capable présent, il est là, oui. de me parler à travers les rêves. Et puis, depuis là, j'ai commencé à faire attention là, à tous les rêves que je fais. Que tu reçois, Et oui. puis la quasi-totalité des rêves que je faisais par la suite, là, c'est des rêves prémonitoires. Là. Wow, maintenant, amen. comme vous pouvez le voir avec Amen. nous, c'est un témoignage vraiment impactant. Notre frère, il a quitté la Côte d'Ivoire pour aller en France suivre ses études. Et quand il est allé, il y avait des complications d'abord depuis son lieu de départ. Mais le Seigneur l'a donné des victoires depuis le commencement. Amen. Des victoires au niveau de son école, au niveau de Campus France, jusqu'à ce qu'il arrive en France même. Des victoires même lorsqu'il y avait des concours, lorsqu'il devait faire des stages, le Seigneur l'a accompagné. Et lorsque c'est venu que par la volonté du Seigneur, il puisse voyager pour venir du Canada, le Seigneur ne l'a pas encore laissé dépenser, donner, ainsi de suite. Mais le Seigneur l'a encore accordé une bourse. Amen. Comme il est dit dans le livre de Deutéronome 28, il dit tu seras béni à ton départ et tu seras béni à ton arrivée. Amen. Le Seigneur l'a vraiment soutenu du début jusqu'à la fin. Amen. Dans cette carrière qui a connu des hauts et des bas, des difficultés, même des périodes de dépression, de maladie, le Seigneur a été fidèle dans la vie de notre frère. Amen. Maintenant, Amen. pour terminer, quel est le message principal que tu veux véhiculer à un frère ou à une sœur à travers ce témoignage impactant que tu as partagé avec nous? Alors, moi, ce que je veux lancer comme message aux frères et aux sœurs en Christ, Oui. c'est que le Seigneur n'abandonne jamais ses enfants. Amen. Et surtout aux gens qui se disent qu'ils n'ont pas beaucoup de moyens, qui ont très peu de moyens et tout, qui se disent que parce que j'ai pas beaucoup de moyens, je suis limité à tel niveau, je peux pas arriver à tel niveau. La Bible déclare que le Seigneur n'est point limité. La main du Seigneur n'est pas assez courte pour nous sauver des situations, pour répondre à nos besoins. Moi, comme je le disais, j'avais jamais imaginé, j'avais jamais planifié que j'allais aller poursuivre des études en France, encore moins venir au Canada, ici, qui coûte beaucoup plus cher. Donc, mais le Seigneur m'a pris par la main, il m'a envoyé en France, il a pourvu à tout. Et aujourd'hui, je suis au Canada et le Seigneur a permis que je fasse des études, je finisse mon doctorat. Aujourd'hui, je travaille et tout. Donc, je lui ai dit que ne limitez pas la main du Seigneur. Et quand ça devient difficile, c'est là que la main de Dieu agit. On est là où la force de l'homme s'arrête, c'est là où commence la main de Dieu. Donc, j'encourage les gens qui traversent les situations difficiles à véritablement s'accrocher au Seigneur
à croire que le Seigneur est toujours capable de venir à leur secours, de répondre à leurs besoins. Et même quand on voit le contraire de ce que le Seigneur nous promet, il ne faut jamais abandonner, parce que le Seigneur veille toujours sur sa parole pour l'accomplir. Donc la Bible déclare que la parole de Dieu ne retourne pas à lui sans qu'elle ne s'accomplisse. Donc il faut toujours s'accrocher à ce que Dieu vous dit, il faut toujours s'accrocher à la foi et le Seigneur répondra toujours à vos besoins. Et le Seigneur guérit encore. Pour ceux qui sont malades, qui passent par des situations, le médecin t'a dit que voilà, tu passes par une situation, une maladie qui est incurable et tout, le Seigneur guérit encore. Moi, je pensais que quand je lisais le livre des Actes des Apôtres et le livre, enfin, tout ce que le Seigneur Jésus lui-même a fait, moi, je pensais que c'était des contes de fées et tout. Mais il a fallu que je voie ces miracles-là de guérison à travers même les ondes. Hein? On ne m'a même pas touché, là. C'est à travers les ondes que le Seigneur a fait cette guérison-là. Donc, je vais dire à quelqu'un de croire que tous les miracles ne sont pas encore finis. Là. Le Seigneur encore continue de faire de grandes choses de nos jours. Et accrochez-vous, le Seigneur vous fera du bien. Amen. Le Seigneur agit jusqu'à maintenant. Les miracles ne sont pas seulement hier. Les miracles ne se limitent pas seulement dans le livre de Matthieu, dans le livre d'Ésaïe, dans le livre de Samuel. Mais les miracles s'opèrent même jusqu'à aujourd'hui. La stérilité, le Seigneur peut encore agir dans ta vie. Le célibat, le Seigneur peut te toucher. Le manque d'emploi, il n'est pas tard. Le Seigneur agit souvent tard, mais jamais en retard. Mais... Alors, comme vous avez suivi, ainsi prend fin cette émission, cette première édition, le salon d'Abdias. Alors, comme je l'ai fait déjà sur la chaîne, la présentation de ce projet, nous voulons aller loin, nous avons des visions, mais comme vous pouvez le constater, nous sommes actuellement dans le manque. Nous avons besoin d'équipements, ainsi de suite. Alors, si le Seigneur vous met à cœur, dans toute volonté de soutenir cette émission, vous allez voir les liens, ainsi de suite, tout cela dans la description de cette vidéo. Faites vos dons, faites vos gestes et qu'à la fin, le Seigneur puisse vous bénir. Faites de ce rêve une réalité afin que plus de vies puissent être impactées. C'est le frère Pascal et soyez bénis. À la prochaine.